Salut Nicolas, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, on va parler de la NLPD, donc la nouvelle loi sur la protection des données, qui est appliquée en Suisse et qui est très en lien avec le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, qui est sur l'Union européenne. C'est deux règlements, deux lois qui ont fait quand même pas mal parler d'elles, notamment dans le milieu des entrepreneurs. Et puis, ben, je le rappelle, le but des patrons résilients, c'est vraiment de vulgariser les domaines de la sécurité. Et puis la protection des données, ben, c'est un des domaines de la sécurité. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une vidéo où on puisse vulgariser ça pour les petites entreprises, les indépendants, les boîtes globalement de moins de 50 ou moins de 100 personnes. On a tous déjà vu des conférences sur le RGPD ou la NLPD. Et puis, on a quand même des clients sont déjà venus vers moi en me disant, ouais, mais au final, j'ai compris, ça me concernait un peu, mais pas tout, et de comprendre où est le curseur. Et finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire réellement, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, l'objectif avec toi, merci d'être là aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à toutes ces questions. Ah, merci à toi pour l'invitation. Je me réjouis de vulgariser un maximum et puis de donner des clés à nos auditeurs. Nicolas, alors rapidement pour te présenter, parce que j'ai la prétention de croire que ceux qui nous regardent nous connaissent déjà un tout petit peu sur notre chaîne. La vidéo sera aussi sur ta chaîne, hein. Et donc en 2018, tu as fondé et tu es directeur de Redstone Consulting SA en Suisse, qui est spécialisé notamment dans la protection des données, mais pas que, je crois. On fait principalement de l'audit, de l'accompagnement en protection des données, le DPO externe, toutes ces choses-là. Donc ça reste quand même très tourné protection des données. Tu as une chaîne YouTube du même nom, Redstone Consulting, que je vous invite à aller regarder. Cette vidéo sera aussi sur ta chaîne d'ailleurs. Parmi ça, tu es aussi expert aux examens du diplôme fédéral ICT, Sécurité Expert en Suisse. Tu es prof et tu interviens dans plusieurs CAS DAS/MAS en cybersécurité dans différentes écoles, en Suisse, Suisse romande. Hem, Avant ça, tu as été un peu plus de 2 ans, tu étais directeur de l'unité de protection des données et conformité réglementaire pour PwC, en Suisse. Encore avant ça, pendant un peu moins de 12 ans, tu étais RSSI et responsable de l'infrastructure d'une grosse boîte de pétrole, un DAX Petroleum, qui était ici en Suisse. Et en plus, ben, tu donnes aussi des conférences, des cours sur ces thématiques-là. Et ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu as surtout cette approche pragmatique et de rendre les choses concrètes et pas de laisser ça dans un flou et de, voilà, qu'on puisse savoir de quoi on parle et comment le mettre en application. Donc pour refaire un tout petit peu l'introduction, le RGPD, Règlement général de la protection des données, qui est un règlement européen, a été mis en application le 25 mai 2018. Et puis ce qu'on appelle la NLPD, ou la nouvelle loi sur la protection des données, en Suisse, le 1er septembre 2023. Un des objectifs de la NLPD, c'est d'être eurocompatible, hein, donc de se mettre un petit peu aussi en conformité ou en alignement avec le RGPD, c'est juste. Entre autres, effectivement, il y avait un besoin de s'aligner avec le RGPD. On avait pris un carton jaune hein, d'ailleurs des institutions européennes. Mais il y a aussi je dirais un besoin, parce que l'ancienne loi datait de 92. Donc les débuts d'internet étant de 93, je te laisse imaginer, la loi était un peu vétuste, quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Après, c'est clair que sur des principes de protection des données et de la donnée, c'est une chose, mais après, il y a les évolutions technologiques ont mis pas mal de confrontations et de challenges, effectivement, à ces lois, quoi. Donc, l'objectif, c'est de vulgariser certains flous, des fois, sur des termes juridiques qui sont pas toujours évidents pour tout le monde. Donc, on va les passer en revue, hein. Je vais reprendre tous ces flous. Je vais être un peu candide aujourd'hui et reprendre des choses que j'ai notées, des questions qu'on va se poser, qu'on m'a eu posées, pour lesquelles j'ai pas toujours eu les réponses non plus, parce que même si des fois on sait dans quelle direction ça va, expliquer le pourquoi ou le comment, c'est pas toujours évident. Heu, Ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des fois des articles qui sont obligatoires, d'autres qui sont recommandés et vraiment passer en revue tout ça. Et une information, c'est qu'aujourd'hui, on va passer en revue toutes ces choses-là, mais on va pas forcément voir le comment en détail, et c'est pour ça qu'on a préparé aussi une formation. Le lien se trouve juste en dessous. Et l'objectif de cette formation, c'est vraiment de vous montrer pas à pas exactement ce qu'il faut faire pour une petite entreprise pour se mettre en conformité. On a carrément filmé nos écrans et puis, vous aurez, ben, pas à pas ce qu'il faut faire sur le registre de traitement, sur les cookies, enfin sur toutes les choses dont on va voir dans cette vidéo. L'objectif, c'est que cette, formation doit être accessible à tous avec une garantie de résultat, puisque, à terme, on se rend disponible, soit en vidéo, soit en séance, visio, pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions et avoir la et vous donner la garantie d'être en conformité à la fin de cette formation. On attaque? Attaque.
Alors, il y a plein de termes, juridiques. Alors je vais reprendre aussi des informations que j'ai notées, sur mon PC. Heu, le premier, on parle des fois de justificatif ou de licéité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour pouvoir traiter des données personnelles, donc utiliser des données personnelles, je rappelle, une donnée personnelle, c'est un élément qui me permet de t'identifier directement ou indirectement. Mais un nom et un prénom, par exemple. Donc nom, prénom, c'est direct. D'accord. Plaque d'immatriculation, c'est indirect. Une photo, on pourra t'identifier aussi. Donc on voit que des données personnelles, on en traite finalement dans un paquet de cas. Et donc on parle de toutes les données personnelles, on parle pas que des données personnelles sensibles, par exemple? Alors, la loi fait un distinguo entre les données personnelles et les données personnelles dites sensibles. Et là, on retrouve tout ce qui va être biométrie, sexualité, santé, religion, et cetera. Donc il y a un certain nombre de données qui seront considérées comme sensibles et encore plus protégées par la loi. Et donc quand on parle de licéité, l'idée c'est de se dire, à chaque fois que je traite des données personnelles, voire des données sensibles, j'ai quelque chose qui m'autorise à le faire. J'ai une loi, une base légale, j'ai un consentement sur un site internet, les fameux cookies, et cetera. J'ai un contrat et donc j'ai quelque chose, un intérêt légitime prépondérant, j'ai quelque chose finalement qui me donne le droit d'utiliser ces données personnelles. Et c'est la première question à se poser. Si je traite des données personnelles dans mon job et que je me dis: «Bon, j'ai pas une loi qui m'autorise de le faire, j'ai pas reçu le consentement de la personne, j'ai pas de contrat, finalement j'ai à peu près rien qui me dit que je peux les traiter», ça sera peut-être le premier problème. OK, d'accord. Merci. Il y a un terme qui revient systématiquement aussi, c'est cette notion de finalité. Donc moi, j'avais noté qu'on utilise ces données qu'à des fins indiquées. Mais finalement, c'est en lien avec la licéité justement ou? Bon, de toute façon, tous les grands principes se retrouvent, mais effectivement, la finalité, comme tu l'as dit, c'est si je collecte mes données, je donne mes données pour m'inscrire à une newsletter. Bah, je m'attends à recevoir une newsletter, pas à me faire harceler pour me vendre des t-shirts ou je ne sais quoi. Je donne mes données à un médecin, je m'attends à ce qu'il traite mes données dans le cadre de la médication, pas qu'il revende mes données et que, par ailleurs, il essaie de me vendre des goodies de son cabinet médical. Donc effectivement, on collecte les données pour une finalité A, elles sont utilisées pour la finalité A et pas B, C, D. Des fois, j'ai le sentiment, alors on fait un petit aparté, mais quand on doit accepter des licences ou des abonnements sur certains sites, le bouton qui dit que j'accepte de recevoir des newsletters, il est enfin, on n'a souvent pas le choix et on doit accepter un peu tout le reste. Est-ce que c'est légal? Est-ce que parce qu'en fait, il y a 2 choses, c'est en tant que consommateur, est-ce qu'on doit être satisfait de pas trop avoir le choix? Et puis aussi en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on peut se donner cette possibilité de le faire? Est-ce qu'on est dans quelle jauge de Sur ces cases à cocher, tu pointes du doigt un vrai problème. Déjà, premièrement, je dois avoir autant de cases à cocher que de finalités. Oui, j'accepte que mes données soient utilisées, pas pour le formulaire de contact. Oui, j'accepte de recevoir des newsletters, et cetera, et cetera. Donc théoriquement déjà, on a autant de cases que de finalités. On ne peut pas avoir une case qui regroupe 57 000 finalités et on n'a pas le droit de les rendre obligatoires. OK. Donc ceux qui le font encore sont dans l'illégalité la plus totale. D'accord, OK, merci. La proportionnalité. Alors la proportionnalité, le mot-clé qui va avec, c'est la minimisation. Qu'est-ce que c'est ce mot, bizarre? Je l'avais noté en Ah, plus. en gros, c'est de se dire: «Je collecte que ce dont j'ai besoin pour ma finalité». Donc on a le droit de le faire parce qu'on a une base, un motif justificatif. On a une finalité donnée, bah, je collecte que ce que j'ai besoin. Donc en gros, les formulaires à rallonge où on demande tout et n'importe quoi, qui ne fait finalement pas de sens avec la finalité, bah, on les rétrécit au strict minimum de la finalité. Donc la conséquence directe, ce sera effectivement de s'assurer qu'on n'est pas en train de collecter des données au cas où. Ça, c'est soit tu as une finalité, soit tu as pas besoin de la donnée et tu la collectes pas. C'est vrai que récemment, je suis en train de changer de voiture et je me suis inscrit sur un moteur, qui permet d'enregistrer mes recherches et je lui ai donné ma date de naissance et je me suis posé la question de me dire: «Mais tiens, j'achète une voiture, donc je suis censé avoir plus de 18 ans». Hem et je sais pas si on peut répondre à ça, mais du coup, je me suis posé la question de savoir si c'était justement proportionnel ou pas, dans ce contexte d'un moteur de recherche, de voiture, mais En tout cas, c'est bien de se poser la question. Mais c'est typiquement le réflexe qu'on veut avoir et qu'on souhaite que les individus, les personnes concernées, elles aient au fur et à mesure. C'est avant de remplir des questionnaires ou de donner tout et n'importe quoi, c'est dire: «Ta, ta, 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 ta. Ils ont vraiment besoin de la couleur de mes yeux pour ça? ouais, Non, c'est ça. non, je pense Après, pas». si c'est obligatoire, on peut pas remplir le formulaire, on n'a peut-être pas accès au service, quoi. À minima, bah, si c'est un truc en ligne où on n'a pas, c'est toujours compliqué, mais quand on est face à des vraies personnes, Oui, à minima, on pourra les challenger, quoi, c'est et clair. dire: «Voilà, ce truc-là, pas sûr». C'est vrai que des fois, il y a des formulaires papier, ben, on remplit pas, c'est facile, des fois en ligne, c'est plus compliqué, ouais.
Quand on parle d'exactitude, et ça c'est un point qui me parle beaucoup pour d'autres projets que j'ai faits, mais Bah, en gros, le principe fondamental qu'on a là, c'est de se dire que la donnée qu'on a stockée, elle est exacte. C'est pas un principe hyper facile parce que, bah, tu te maries, tu changes de nom, tu grandis, tu rétrécis, peu importe, ces données enfin, les données peuvent changer. Donc là, en gros, le corollaire, c'est de se dire: «On donne la possibilité aux gens de modifier leurs données, le cas échéant, et on s'assure que les données qu'on a sont le plus exactes possible». d'accord. Mais ça veut pas dire forcément que parce qu'elles sont exactes ou elles auraient évolué qu'on devrait les effacer, ou bien? Des fois on aime bien garder toutes les versions de certaines informations pour se dire: «Ah tiens, je peux retracer». Alors si c'est nos données, d'entreprise, c'est évident qu'on a ce droit-là. Je parle de la donnée de l'entreprise, je parle pas des données qu'on collecte évidemment à l'extérieur. Mais j'ai été confronté à des cas où il y avait une volonté de savoir un petit peu ce que devenait la personne ou comment elle évoluait, et ça évidemment, Alors encore une fois, est-ce que tu as une finalité qui a été annoncée par rapport au fait de garder cet historique et d'améliorer l'expérience client? Je ne sais pas. Si ça a été annoncé, que c'était approuvé, enfin, consenti, OK. Par contre, c'est typiquement le cas avec, souvent les sociétés dans le marketing, les experts en marketing. Je les cible, mais parce parce que c'est facile. Puis ils ont eux, la data, c'est leur métier, ouais, donc c'est ça. effectivement, ils aiment l'historique. Tu parlais de ça, c'est des choses qu'ils aiment. Maintenant, encore une fois, si la finalité n'a pas été annoncée en amont, ah, théoriquement, tu as pas le droit de le faire et tu as pas le droit de garder la donnée. OK. La transparence de la collecte, tu l'as donnée à plusieurs moments, hein. Eh bah, effectivement, la transparence, c'est qu'au moment où on collecte mes données, je donne mes données, je dois savoir finalement qui les collecte, qu'est-ce qu'il en advient, est-ce qu'elles sont transférées aux USA ou dans un autre pays, peu importe. Donc ça va être ces notices de confidentialité, tous ces éléments, ces disclaimers, ces choses qui nous expliquent finalement au moment de la collecte, qu'est-ce qu'il advient de mes données. Et ça marche aussi bien, en externe, sur un site web, enfin avec des clients ou des externes, qu'en interne. Un employé, il doit savoir aussi ce que l'employeur fait de ses données. C'est pour ça qu'on aura aussi une notice de confidentialité employeur-employé, parce qu'en tant qu'employé, bah, si mes données sont stockées, sur des data centers aux 4 coins du monde, j'ai envie de le savoir quand même. Ouais, ouais. Et c'est là où on reviendra sur tous les éléments qu'on a notamment publiés sur notre site web, donc tu parlais de charte de confidentialité, et cetera, quoi. Et au final, la sécurité, Alors la sécurité, en c'est un terme un peu bateau parce que la loi, que ce soit le règlement européen, la loi suisse, les autres lois dans d'autres pays, parce qu'il y a plein de pays qui ont revu leurs lois pour se mettre au niveau RGPD. Hem, En gros, tout ce qu'on te demande, c'est simple à dire comme ça, c'est d'assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et en Suisse, la traçabilité des données. la traçabilité, il y a pas en Europe. C'est pas explicité, si D'accord. tu veux, dans le règlement. Dans certains considérants, on retrouve des notions de traçabilité également. Quoi qu'il en soit, c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est vraiment une approche, basée sur le risque. Chaque société, chaque, PME, chaque grosse société n'a pas le même risque par rapport aux données, Ouais. et donc le but, c'est d'apprécier le risque et puis de mettre les mesures en place qui correspondent à ton risque. On va pas demander à une PME de mettre, Oui. 50, éléments de protection périmétrique et cetera pour que la donnée soit dans un coffre-fort bunker, puis que ça coûte une fortune. Mmh. Bien évidemment que non. On va leur demander de mettre, quelque chose qui est proportionné à leur risque. Oui. Et donc là, ce qu'on demande avec la sécurité, c'est d'avoir apprécié son risque et d'avoir mis les bonnes mesures en place. Mais c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, une des attaques, là on va parler plus de cybersécurité du coup, hein, mais une des attaques, classiques, c'est qu'il y a d'abord un vol de données avant d'avoir un ransomware avec une extorsion, ce genre de choses. Il y a toujours cette double menace de dire que, s'ils ne payent pas la rançon, du chiffrement des données, bah, finalement ils vont dévoiler les données ou mettre sur le web ou le darknet, des données qu'ils auraient volées, des données clients. Et c'est clair que dans ce contexte-là, si, déjà on était un petit peu dans zone grise en termes de collecte des données, qu'on n'a pas mis en place la sécurité et que du coup notre, entreprise se fait afficher parce qu'on a collecté des données qui ne nous concernent pas, ou qu'on n'était pas légitime de recevoir, ça devient délicat, quoi. Bah, c'est la double peine que je dis tout le temps qu'il faut éviter. C'est qu'effectivement, tu dois faire face à une crise de sécurité, un incident de sécurité, c'est jamais facile, hein. Tu parlais de ransomware, enfin, c'est extrêmement compliqué à gérer. Et en plus de ça, tu vas devoir gérer le fait que tu dois annoncer ta violation Ouais. à l'autorité compétente, le préposé fédéral de la protection des données et de la transparence en Suisse, PFPDT. Mmh. Et là, tu te retrouves face à la double peine, c'est que tu dois gérer ta crise de sécurité et tu dois gérer une autorité qui évidemment, dans un premier temps, elle est pas là pour te elle va t'accompagner dans la crise. Ouais, Mais dans le deuxième temps, elle va regarder pourquoi c'est arrivé. ouais. Et donc c'est vraiment ce double râteau qu'on essaie d'éviter.
pour, pour mieux apprécier, mieux vivre, dans notre travail. Merci. Du coup, concrètement, si je fais pas tout ça et que je respecte pas tout ça, quels sont les risques de pas me mettre en conformité? Et est-ce qu'ils sont les mêmes en Suisse ou en France? Non. Donc tu as 2 grands volets, donc pour être en conformité, tu respectes ces grands principes dont on a discuté, tu respectes le droit des individus, c'est-à-dire un individu peut te demander: «Quelles données vous avez sur moi? D'effacer les données, je veux plus recevoir la newsletter». Donc du moment où tu respectes les principes et les droits, c'est ça la conformité. Mmh. Et tu as 2 moyens que ça se passe mal, c'est soit des individus vont porter une plainte, donc là, c'est facile, je vais sur le site du préposé fédéral et je remplis le formulaire. Je vais, si c'est en Europe, je vais sur le site de l'autorité compétente, par exemple la CNIL en France, pareil, formulaire en ligne. Donc soit je porte une plainte qui est recevable et puis l'autorité s'en saisit et là, les problèmes commencent. Mmh. Alors évidemment, on n'est pas tout de suite sur une sanction. L'autorité va regarder ce qui se passe, peut-être qu'il y aura une mise en demeure. Il y a plein de niveaux, hein, si tu veux, avant d'arriver à une sanction. Hem, donc soit il y a une plainte, soit tu as une fuite de données et comme je le disais tout à l'heure, si tu as une fuite de données, tu dois l'annoncer. Donc c'est ces 2 canaux qui vont générer le fait qu'il y a une autorité qui va se mêler de l'histoire. Et là, effectivement, en Suisse, l'autorité, bon, elle est plus petite qu'en Europe, hein. Proposé fédéral, ils sont une vingtaine de personnes. Hem, Ils ont évidemment pas la capacité de gérer toutes les demandes. Pour avoir discuté, assisté à leurs conférences, eux le disent. Ils sont dans une approche plutôt de conciliation et d'accompagnement. Après évidemment, s'il faut sanctionner, ils le feront également. Alors, en Suisse, le préposé fédéral, il a un pouvoir de sanction qui est incroyablement limité, quasi inexistant. Au mieux, il pourrait suspendre un traitement de données. Donc, en d'autres termes, faire fermer un site web. Il avait fermé le site mesvaccins.ch il y a maintenant quelques temps. Ça va s'arrêter là. Si les choses devaient se poursuivre en Suisse, alors, je passe pour nos auditeurs toutes les étapes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais si vraiment tu remplis toutes les cases, ce qui peut arriver, tu pourrais éventuellement te retrouver jusqu'au pénal, à titre personnel, pas au nom de ton Oui, entreprise. parce qu'il y a c'est une grande différence entre la Suisse et la France, enfin la Suisse et l'Europe, pardon. C'est que, en Suisse, la NLPD, c'est la personne de l'entreprise qui est responsable, la personne privée, hein, l'individu, alors qu'en Europe, c'est l'entreprise qui est amendée. Exactement. Donc là, voilà, donc en Suisse, tu as le préposé qui s'y inquiète, s'ensuit, recommandation, tout ça. Et si vraiment ça allait très loin, on pourra aller jusqu'au pénal. Vraiment dans des cas très précis. Je vais quand même rassurer un petit peu nos auditeurs. Mais sur la personne du coup, Sur la personne. sur l'individu, ouais, ouais. En Europe, c'est très différent. Les autorités ont un pouvoir immense. OK. Et là, on est vraiment sur du droit administratif. Donc l'autorité, c'est une entité administrative indépendante, elle peut tout faire. Inspection, mise en demeure, sanction. Et c'est eux qui prononcent les sanctions pécuniaires. OK. Et là, c'est ces fameux 4% du chiffre d'affaires global, Ouais, ou 20 jusqu'à millions. 4 Voilà. du chiffre d'affaires C'est pour ça mondial, qu'on ouais. a eu des amendes, passer le milliard pour Mmh. Meta, par exemple, hein. Donc, il y a des amendes de 5 000 € des fois, hein. Et là, les autorités européennes, c'est la grosse différence, ont une autonomie totale dans la gestion de tout ça. Là où en Suisse, l'autorité s'arrête finalement à l'inspection, éventuellement la cessation d'un traitement, et puis la suite des événements, ça se passera devant des tribunaux. D'accord. Ouais, j'avais entendu dire que tout ça c'était bien beau, mais finalement qu'il y avait eu aucune amende, notamment, en France. En fait, c'est pas vrai, il y a déjà eu pour plusieurs millions, enfin là tu parles de milliards, ça c'est plus au niveau européen, mais il y a des sanctions, elles ont été prononcées, ça existe vraiment. Il y a un site web qui existe, c'est gdprtracker.com, ou enfin, vous faites GDPR Tracker une machine, un outil de recherche, et puis vous avez la liste de toutes les sanctions. Non, des sanctions, il y en a énormément. D'ailleurs, les autorités comme la CNIL en France publient leur rapport annuel, listent finalement toutes les mises en demeure, les sanctions. C'est assez impressionnant. Et du coup, alors là, ce que je vois, c'est que c'est principalement enfin, c'est que des pays européens. Est-ce que l'Europe a le droit de venir sanctionner en Suisse justement, à travers les accords qu'on a, Alors, toutes ces nouvelles lois, que ce soit au niveau européen, au niveau suisse, mais aussi ce qu'on commence à voir dans d'autres pays, c'est cette notion d'extraterritorialité. Donc en toute théorie, une entreprise suisse-suisse, hein, vraiment qui Ouais. n'est pas en Europe, mais qui propose des biens ou des services en Europe ou qui suit le comportement des gens en Europe, potentiellement serait concernée par le RGPD et devrait répondre face à une autorité européenne pour peu qu'il y ait un problème. Maintenant, le cas d'extraterritorialité, aujourd'hui, il n'a pas encore été appliqué. Donc dans les faits, je pense que ce serait plutôt une collaboration entre l'autorité suisse, l'autorité française, mais dans les faits, je ne vois pas comment elle s'active. Le fait est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont été sanctionnées avaient quelque chose en un Europe, siège ou quelque chose, un enfin un une siège ou entité, une entité, légale, en et du Europe. coup, les autorités sont passées par là. Mais à bien comprendre,
La Suisse prévoit cette notion d'extraterritorialité, tout comme le RGPD, tout comme à peu près toutes les nouvelles lois qui pop-up un peu partout dans le monde. D'accord, OK. Ah, puis en Suisse, la limite maximum de l'amende, c'est 250 000 francs, je crois, hein. Alors tu as tout à fait raison. Donc dans le cas comme vraiment je mets des pincettes parce que le Ouais, chemin ouais, ouais, il ouais, tout à est fait, ouais. mais effectivement l'amende maximale serait 250 000 francs ad personam, hein. Donc Oui, tout l'entreprise à fait. ne peut pas financer cette amende. D'accord, OK. Donc ça suggère que tu as quand même, Mais ça, c'est important parce que ça veut dire que si on veut, je sais pas, je donne un exemple un peu bidon, mais j'ai pas été confronté à ça, hein, j'invente complètement. Mais si par exemple, mon chef, me demanderait de faire un formulaire qui récolte des données ou de rendre obligatoire des données sur le web et que je me dis: «Tiens, je le sens pas», hem et que je le fais quand même et que je suis du coup responsable du site web, est-ce que c'est moi qui pourrais être condamné? Ou du coup, il faudrait, remonter enfin, il y a toujours une histoire de fusible dans les entreprises ouais, alors et il y a un risque quand même, quoi. la manière dont c'est construit, c'est que si tu le fais de manière intentionnelle, toute connaissance de cause, de toute façon, on sort même de notions d'RGPD, de NLPD, tu as fait une infraction. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai, D'accord? ouais. Donc dans le cadre par contre où c'est plutôt structurel au niveau de l'entreprise, c'est généralement la direction de l'entreprise qui n'aura pas mis le budget pour la protection des données ou la cybersécurité, qui n'aura pas fait ci, effectivement, on ira plutôt chercher la direction dans ce cas-là. Donc, ouais, si je suis webmaster, je dois pas non plus, mal dormir parce qu'on m'a demandé de Si rajouter une tu donnée, quoi. si intentionnellement tu fais pas n'importe quoi et que tu respectes ces grands principes dont on a discuté, oui, ça devrait bien se passer. Là, on a parlé des risques et des amendes, finalement, admettons qu'on ait fait le travail, on est en conformité. Aujourd'hui, comment est-ce que j'arrive à me maintenir et quelle est mon obligation de la maintenir dans le temps? Ça, c'est la meilleure question que tu pourrais me poser. Parce que c'est le grand écueil qu'on a partout, partout, partout où je vais. Les gens prennent la conformité comme un projet, un début, une fin. Malheureusement, la conformité, c'est comme de la qualité, ça se fait dans le temps, c'est itératif et il faut la maintenir. Et donc, tu peux faire le meilleur projet de conformité du monde en 2024. Si tu ne fais plus rien, tu reviendras fin 2025, tu pourras quasiment tout recommencer. On parle aussi dans le cas de la résilience ou de la cybersécurité, c'est quelque chose qui doit rentrer dans l'ADN de l'entreprise et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à mettre ces processus en place, ou une fois qu'on a changé la mentalité, et qu'on a sensibilisé et formé notre personnel, on y reviendra dans un instant, c'est vrai que c'est quelque chose qui devient plus naturel, mais donc il faut le maintenir et c'est pas un projet. Ça, c'est intéressant, c'est un projet qui a un début, mais qui a pas de fin en réalité. La manière dont on fonctionne souvent, c'est il y a un projet Ouais. qui est, on va dire, le travail de base. J'ai pas de notice de confidentialité, j'ai pas tous ces éléments-là, il faut le faire. Bon, on peut le prendre comme un projet avec un début, une fin. Et après, effectivement, il y a la phase de maintien. Et puis là, c'est de mettre les mécanismes en place, comme pour de la qualité, comme pour de la continuité. C'est de se dire, bah, demain, je change mon site web, je change d'outil. Mmh. Bah, quelque part, ça doit se refléter dans mes différents éléments, que ce soit la notice, que ce soit le registre, que ce soit tous ces éléments de conformité. Et donc, c'est d'avoir les bons mécanismes pour capturer les changements au fil du temps Ouais. et pas, en fait, qu'on ait un écart trop grand entre ce qu'on a documenté et préparé et la réalité des faits. Faut que ça colle le plus possible. Et ça, c'est un petit peu le rôle du DPO, du coup, le Data Protection Officer dans les entreprises, qui peut être interne ou externe. Je rappelle, toi, tu as des mandats externes justement de DPO. Alors, effectivement, donc le DPO, donc Data Protection Officer au niveau ça c'est un peu le terme européen. Le terme suisse, je l'aime beaucoup, c'est conseiller à la protection des données. J'aime bien parce qu'effectivement, il y a ce mot conseiller. Donc c'est le rôle du conseiller à la protection des données de s'assurer que l'entreprise est dans le chemin de la conformité. La responsabilité finale, ça restera l'entreprise. Le DPO, on va prendre ce terme-là, le DPO, il est là pour conseiller, dire: «Tiens, ça va pas, ça va, ça faut changer», mais après la responsabilité finale, elle est sur l'entreprise. Donc il a pas un rôle de maintenir ça dans le temps. C'est pas forcément l'objectif ou S'il voit qu'il y a des choses qui s'écartent, il doit le signaler. ouais. Effectivement, on peut te dire: «Bah, j'ai besoin de X temps pour combler ces lacunes-là», mais à la fin, c'est l'entreprise qui décide si oui ou non. Donc c'est vraiment, faut le prendre comme un conseiller externe qui regarde comment tu es par rapport à la loi, par rapport aux principes, et puis qui te dit: «Là, ça va pas, là, il faut changer». Ouais. Mais je mettais vraiment ça en parallèle, de de pouvoir garder ça, cette pérennité dans le temps, de la qualité, de la conformité. Est-ce que justement ce serait le rôle du DPO? Alors je comprends bien qu'il arrive et il fait une sorte d'audit ou une recommandation à tenter, mais est-ce que le fait d'avoir de prendre un mandat de DPO externe, est-ce qu'il a cette légitimité ou responsabilité de le garantir dans le temps? Ou alors il va venir faire un audit, mensuel, annuel, pour le maintenir?
2 axes pour ta réponse. Donc effectivement, déjà, le conseiller à la protection des données, dans la loi, il a une notion d'indépendance. C'est important de le noter parce que justement, il doit être indépendant des traitements de données. Donc ça, par rapport à la double casquette, par rapport à toutes ces petites PME qui se disent: «Bah tiens, je peux être à la fois directeur financier et DPO». Dans les faits, oui, mais on sera en infraction avec la notion d'indépendance parce que si on définit tous les processus financiers, forcément qu'on ne peut pas être jugé partie. D'accord, dans ce sens-là, oui. Donc il y a le 1er point d'indépendance. Après, il y a le point où effectivement le DPO doit reporter à un niveau de direction suffisamment élevé, parce s'il voit des choses qui ne marchent pas, il y a toujours ce truc, si tu reportes pas assez haut, tu risques ça risque de pas marcher. Et le 3e point, c'est dans la loi, il doit avoir des connaissances approfondies nécessaires. De nouveau, dans le cadre de multiples casquettes, c'est compliqué de se maintenir au courant si effectivement on est à la fois directeur financier, directeur RH, enfin je prends mon cas, hein, et on peut pas tout faire. Effectivement, après, c'est le rôle du DPO de soit parce qu'il y a des mécanismes dans le temps qui l'information lui remonte et il est capable de le dire au fur et à mesure des choses à aligner, soit il y a pas ces mécanismes et puis c'est ponctuel, tous les 6 mois, toutes les années, peu importe. Mais effectivement, c'est à lui de s'assurer que l'entreprise est toujours dans les clous. Un point qui est très important entre l'Europe et la Suisse, c'est que le DPO en Europe est obligatoire dans l'immense majorité des cas, là où en Suisse, il reste, optionnel. C'est les entreprises peuvent nommer un conseiller à la protection des données. Maintenant, c'est toujours avec ce bémol, c'est un peu le problème de cette loi suisse, c'est qu'en rendant certaines choses non obligatoires comme ça, beaucoup d'entreprises vont faire le choix finalement de se passer de ce rôle-là, de multiplier les casquettes et du coup se mettre en infraction avec des choses d'autres éléments de la loi. Donc c'est là où il faut peser toujours le pour et le contre. Nous, on essaie de s'adresser à des petites entreprises, à l'extrême, à un indépendant. Ouais. Euh, je sais pas, un restaurant, par exemple, aussi, hein, qui va pouvoir gérer des réservations, ou un garagiste qui va gérer aussi son carnet de clients, etc. Euh, Finalement, un rôle de DPO en Suisse, il serait obligatoire à partir de quelle grandeur d'entreprise? Est-ce que pour un indépendant, est-ce que ça vaut le coup de prendre un mandat externe? Parce que là, à un moment donné, ça fait presque plus sens, ou... Non, alors, bah, pour les indépendants, les petites structures, notre formation va couvrir l'immense majorité des cas. On est d'accord. Après, c'est toujours une histoire de coût versus risque. Si je suis indépendant, mais que je traite des données médicales à grande échelle, il faudra peut-être se poser quelques questions quand même. Oui. Tu vois? Maintenant, le garagiste, le restaurateur, il suit notre formation, il aura la majorité de ces questions, répondues. Ok, super. Là, on a parlé du consentement, du recueil des données, du traitement des données, etc. Il y a un point qui vient toujours sur le sujet, c'est le stockage. Et derrière le stockage, il y a évidemment le mot cloud qui va apparaître. Sachant qu'un cloud, on va le résumer, ou la définition qu'on va se donner dans la discussion, parce que ça va être le sujet d'une vidéo, rien que pour ça, rien que pour ça. Le cloud, on va parler d'une donnée qui n'est pas stockée sur l'infrastructure interne de l'entreprise et donc chez un partenaire externe. Ce partenaire externe, il peut être soit en Suisse ou pour le RGPD dans le pays. Alors, est-ce que déjà pour le RGPD, c'est toute l'Europe, ou est-ce qu'il y a aussi des différences entre les pays? Ça, c'est vraiment, ça, je sais pas. Pour le coup, c'est une vraie question. Je me réjouis de la réponse. Et puis en Suisse, est-ce que toutes les données sont stockées en Suisse et du coup on est conforme? Et puis est-ce que si on les stocke à l'étranger, et à l'étranger, alors ça peut être l'Europe, est-ce que c'est tous les pays d'Europe? Et puis après, quand on commence à parler de la Chine, des États-Unis, ou d'autres pays comme ça, est-ce qu'il y a des limites? Alors, le cloud, il pose pas mal de problèmes. Hem, Effectivement, si on parle de lieu de stockage, moi je vais toujours favoriser un stockage suisse ou un stockage européen. Quand je parle européen, c'est les 27 pays de l'Union européenne qui ont signé donc le RGPD et UK qui a conservé un niveau RGPD, si on veut bien. Donc ces 28 pays-là. Il y a eu de grandes discussions à un moment donné avec l'Irlande qui étaient, enfin, ou alors peut-être c'est juste des rumeurs, enfin des choses que j'ai entendu parler, mais on disait toujours que l'Irlande était un tout petit peu, avait un autre régime, non? Non, 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 non. Après donc, du moment où c'est en Europe ou en Suisse, je dirais qu'on est bien. Pourquoi il y a cette problématique-là? C'est qu'en cas de transfert de données à l'étranger, donc quand je dis l'étranger, c'est en dehors de ce noyau des 28 pays de l'Union, enfin des 27 pays de l'Union plus UK et de la Suisse. Si tu sors de ce noyau-là, il y a des mécanismes juridiques à mettre en place pour autoriser le transfert. Donc si tu stockes tes données aux États-Unis, au Canada, en Chine ou ailleurs, tu dois mettre en place certains mécanismes en fonction des pays. Donc là, l'idée de la vidéo, c'est pas de passer au travers de chaque use case, mais à savoir que tu dois te poser la question. Et les mécanismes juridiques, ça peut passer d'un contrat relativement lourd à des choses extrêmement contraignantes.
Donc c'est pour ça, que je dis toujours, posez-vous la question et peut-être essayez de trouver en Europe ou en Suisse, ça évitera aux avocats, aux services juridiques, pas mal de questions. Et pour la PME, TPE, l'indépendant, enfin, Mais qui n'a pas d'avocat ou de service juridique, voilà, au lieu de se poser ces questions-là, essaye de garder tes données en Suisse ou en Europe. mais alors, typiquement, on est à quelques dizaines, centaines de mètres d'eux, hein. Il y a Infomaniac qui a une énorme démarche, enfin qui prône, en tout cas qui met en avant cette conformité avec des serveurs en Suisse et cetera. On en a d'autres, hein, je pense notamment à Forteresse, qui est sur Yverdon, ce genre de choses, que je salue aussi, en passant. Hem et il y en a plein d'autres, hein, en Suisse romande. Hem, mais tu peux avoir des serveurs SharePoint, du Google, un OneDrive, ce genre de choses. Ça, c'est clairement des services américains. Est-ce qu'on a la possibilité de dire: «OK, je veux être en Suisse ou en Europe»? Est-ce que, par défaut, dès que je mets des données sur du SharePoint ou du OneDrive, du Google, on est forcément en Europe parce qu'eux enfin, ils le font comme ça? Ou est-ce qu'on a un risque? Bon, déjà, premièrement, quand tu vas sur ces clouds, américains, si on veut bien, tu peux choisir généralement le lieu de stockage. Donc tu vas pouvoir choisir le tenant à Zurich ou le tenant en Europe de l'Ouest, enfin, peu importe. Donc ça, c'est un premier point. Essayer de s'assurer que les données sont au bon endroit. Après, la question qui s'est posée au-delà du lieu de stockage, c'est la notion d'accès de ces données par des États tiers, pour ne pas les citer, les États-Unis, entre autres, avec le Cloud Act, la loi FISA, et cetera. Donc ça, c'est tout des lois qui leur autorisent finalement à aller chercher des données, quand bien même, elles sont stockées ailleurs. Donc là, j'ai pas vraiment de réponse. Aujourd'hui, il y a un nouveau mécanisme d'adéquation partielle avec les États-Unis, si on veut bien. Les entreprises qui adhèrent au Privacy Framework, c'est là où ça devient un peu compliqué peut-être pour nos auditeurs. Mais en gros, l'Europe a signé des accords avec les États-Unis pour autoriser certains transferts de données entre l'Europe et les États-Unis. Ça n'enlève pas le fait qu'ils peuvent surveiller tes données. Ouais, d'accord, mais ça veut dire qu'on est en conformité quand même? Parce Ça que veut dire finalement, qu'on est ce en ce qui nous conformité. intéresse en tant que petite entreprise, c'est est-ce que moi je risque quelque chose? Parce que nos données, enfin, c'est un autre débat de savoir s'ils y accèdent quand même ou pas et cetera. Mais finalement, moi, on peut pas me le reprocher en tant que patron d'entreprise. OK. Mais encore une fois, mon approche, surtout pour les petites structures, c'est de se dire: «Aujourd'hui, il y a des solutions de plus en plus suisses, tu vois, pour, échanger des données de manière sécurisée, stocker des données, hein, sans passer par le fameux OneDrive et autres». Et donc favoriser ces solutions suisses, au moins on a la maîtrise bout en bout, pour des prix aujourd'hui qui ne sont pas forcément plus chers que les géants américains. Je pense que c'est un peu quand même par là qu'il faudra aller. OK, d'accord. Et typiquement, moi, j'ai un client qui était dans le milieu médical, donc avec des données, sensibles. Leur infrastructure est en Suisse et puis, leur prestataire leur a proposé de faire un backup et une partie du backup est en Allemagne. Et donc il y a eu des grandes discussions là-dessus. Est-ce que du coup, que le backup soit en Suisse ou en Allemagne, effectivement pour des données sensibles médicales, c'est quelque chose qui doit être remis en question? Ou finalement en Suisse ou l'Allemagne, c'est vraiment une question de philosophie? Enfin, il y a pas d'impact au niveau de la loi? Aujourd'hui, la Suisse reconnaît l'Europe, enfin le champ GDPR comme adéquat. L'Europe reconnaît la Suisse comme adéquate, donc entre les 2, il y a aucun problème. Il y a vraiment c'est une non-question en fait? C'est une non-question. D'accord, OK, très bien. Même si moi j'ai une petite préférence pour garder les données en Non, Suisse, non, mais la mais c'est préférence, elle est indiscutable et après c'est le choix de chacun exactement. et ça, Et je donc rentre pas là-dedans. juridiquement, tu as aucun Mais problème. juridiquement, bah, c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on se pose en disant, finalement mes données, est-ce qu'elles sont en Suisse? Juridiquement, c'est plus une question, quoi. La compatibilité entre le GDPR et puis la nouvelle loi sur la protection des données, elle est de 100%. Les 2 blocs se sont reconnus une adéquation, OK. donc on n'a aucun problème. OK, très bien. Tu disais tout à l'heure, que si on devait se faire voler ou perdre des données, on va parler de cyberattaque, on avait l'obligation de l'annoncer, pardon. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si on subit une cyberattaque et qu'on se fait voler des données, par exemple? Alors, l'obligation d'annonce, elle est dans certains cadres. C'est si la violation de données pourrait provoquer un risque élevé pour les individus. Typiquement, si tu as des données sensibles ou de la volumétrie, assez importante, ou tu vois? Donc tu dois d'abord, en cas de violation de données, un peu évaluer on va dire Impact. l'impact, le risque pour les individus. Faut vraiment se poser la question, si ces données se retrouvent sur le darknet,
est-ce que les personnes concernées peuvent, est-ce que ça peut générer un risque élevé? Tant réputationnel que d'utilisation pour du spam ou et autres. Bon. Une fois que tu as fait cette évaluation, si ça peut générer un risque élevé, effectivement, tu dois l'annoncer au préposé fédéral. Et c'est toi qui détermines si c'est un risque élevé ou pas? C'est le rôle du DPO s'il y en a D'accord, un, OK, ouais. ce sera le rôle de l'entrepreneur s'il a pas de DPO et puis entre nous Le rôle, la responsabilité. la Ouais, ouais. responsabilité et le préposé fédéral, le cas échéant, pourrait t'aider dans cette évaluation. Donc dans l'absolu, si enfin, pour peu qu'il y ait voilà, quand même des indices clairs que c'est un risque élevé parce qu'il y a des données sensibles, la volumétrie, je sais pas, de la biométrie, peu importe. Hem, pour la ça vaut le coup peut-être de les appeler à Berne, discuter avec eux, de définir ensemble, est-ce que oui ou non, c'est nécessaire de se dire qu'on doit faire un rapport OK. ou pas? Dans la majorité des cas, si tu as pas de risque, tu documentes ça en interne, terminé. Et puis si tu l'annonces, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le préposé fédéral, dans un premier temps, il va probablement t'accompagner dans cette crise. Mais après, par la suite, il va falloir évaluer pourquoi c'est arrivé. Est-ce que tu étais en infraction avec les principes dont on a discuté? Ou est-ce que c'est simplement parce que on sait tous qu'en cybersécurité, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que simplement tu avais tout fait, mais c'était pas le bon jour et c'était les gens un peu trop forts en face? Donc il y a quand même une bienveillance, du préposé à la protection des données. En tout cas, dans un premier temps, c'est pour nous aider à sortir de la crise. Puis après, ben, il doit faire son boulot et éventuellement, sanctionner Si si je c'est prends les statistiques de nouveau, françaises, parce que font des rapports, la CNIL publie des rapports annuels. Ils ont quelque chose comme 13 000 à 15 000 plaintes par an, enfin des centaines de milliers d'appels par an de plainte ou de déclaration de vol? de plaintes. D'accord, De OK. déclarations de vol, de tête, c'est entre 3 et 5 000 par OK, an. d'accord. Donc avec ce volume-là, ils arrivent à finalement 15-20 sanctions, 30 sanctions annuelles. OK. Donc c'est là où je veux que voilà, il faut quand même se dire, la majorité des fois, ils vont accompagner, peut-être il y aura une mise en demeure et une mise en demeure, suffit de faire ce qu'ils disent, dans les temps donnés, hein, Ouais, et puis c'est réglé. Donc voilà, ça donne au moins une idée de la volumétrie pour la France et en Suisse, bien évidemment, on aura des volumétries différentes. en fait, si on résume, il faut se mettre en conformité parce que c'est la loi et du coup, ben, personne n'y échappe. Mais on ne doit pas s'empêcher de dormir si on a un peu de retard. Et puis si on fait les choses justes et qu'il n'y a pas de plainte et puis qu'on n'est pas un cas risqué, je pense notamment aux petites entreprises, PME, TPE, le risque est assez faible. Ce qui les empêche évidemment pas de se mettre en conformité. Et de nouveau, on rappelle, on a une formation qui vous aide pas à pas, de manière simple, et avec une garantie de résultat à la fin. Donc, du coup, on n'a plus d'excuses pour pas le faire. Il y a pas d'excuse. Comme tu l'as dit, il faut respecter la loi, donc c'est pas une option de se mettre en conformité. Par contre, c'est sûr que le degré de stress par rapport à tout ça, il sera tout à fait relatif. On reprend l'exemple du garage ou du restaurant, il sera tout à fait relatif par rapport effectivement à une société dans le médical qui traite des données sensibles de tous les côtés. Alors juste un point par rapport à cette annonce de violation, il y a quand même des délais à respecter, on peut pas faire n'importe quoi et donc en Europe, c'est ces fameuses 72 heures pour annoncer la violation. Ça, c'est au niveau RGPD, ce qui est assez court, hein, si on n'est pas préparé. En Suisse, la loi, elle dit dans les meilleurs délais. Mais le préposé fédéral, il regarde ce qui se fait côté européen et je pense qu'il s'aligne un peu avec ces 72 heures de manière 72, informelle. 72, hein, c'est pour Ouais, nos amis français. Ouais. exactement. Et donc voilà, on a quand même, si on n'est pas préparé, c'est assez court parce que l'annonce de violation, il faut donner bah, qu'est-ce qui a été volé, enfin, l'étendue, le type de données, enfin, il faut quand même Et ça, avoir c'est 72 ou 72 heures dès le moment où on est conscient du vol de données, hein, parce des que moments où on sait que des effectivement, fois, on peut avoir des attaques qui peuvent durer des mois ou exactement. complètement enfin, en sous-marin, sans qu'on s'en rende compte, quoi. Ouais. Donc c'est du moment où la fuite est avérée, tu as Ouais, tout à fait ouais, raison. ouais. OK. Donc de se dire: «Tiens, on s'est fait voler des données, on en parle dans 2 mois si ça se voit», c'est pas la bonne stratégie. Non, 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 non. J'ai l'exemple d'un très grand opérateur téléphonique suisse, avant toutes ces lois, qui avait justement suivi ce modèle-là de dire: «On va annoncer que quand on sera dos au mur». Ce sera plus une option, maintenant avec la NLPD. Et puis bon, on voit aussi dans les préparations de loi qu'il y aura une obligation d'annoncer qui risque d'arriver dans les années à venir. Alors aujourd'hui, il y a déjà des obligations d'annoncer pour tout ce qui est infrastructure critique, Exactement. mais ça va gentiment venir, gentiment pour tout le monde. Alors effectivement, les infrastructures critiques, le monde bancaire avec et les assurances avec la FINMA ont aussi des devoirs des obligations d'annonce, donc effectivement tout ça va se croiser, puis à un moment donné, on devra le faire. Faut pas oublier, c'est que d'annoncer, sinon on est en conformité, alors c'est toujours un mauvais moment à passer, ça s'appelle la gestion de crise, hein, il y a d'autres vidéos là-dessus et c'est aussi une activité des patrons résilients, mais
ce qui est important dans l'annonce, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience et que si tout d'un coup il y en a 500 qui annoncent le même vol dans la même journée, la même semaine, on se rend bien compte qu'il y a une grosse attaque en cours et les autorités vont aussi mettre en place des ressources pour pouvoir nous aider et éventuellement bloquer l'attaque pour les 1000 ou 2000 autres personnes qui peuvent arriver derrière. Donc je pense qu'il y a aussi un devoir de transparence parce que quand il y a une fraude ou de type d'attaque, si personne n'en parle, ben, ça reste impuni. Et si tout le monde en parle, c'est très difficile de réagir contre certaines cyberattaques ou d'aller réellement condamner le groupe si notamment ils sont dans des pays où il n'y a pas d'échange avec la Suisse, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, on peut mettre en place des solutions soit de prévenir ces attaques, soit de les empêcher, soit de les arrêter, etc. Des gros bénéfices effectivement, c'est que maintenant en Europe, on commence à avoir des rapports avec des statistiques, les types d'attaques qui marchent, donc on a quand même une transparence sur ce qui se passe qui est extrêmement intéressante. C'était un peu la limite du Centre suisse de la cybersécurité avec ces rapports, où finalement c'était au bon vouloir de ceux qui annonçaient et c'était ce sont des rapports qui vont gagner finalement en qualité. Plus on aura d'annonces de violations, Ouais, tout ouais, à fait. c'est clair. Et merci Nicolas, ça donne déjà une vision, alors qui a pris plus de temps que ce que je pensais, mais une vision beaucoup plus large et vraiment, pour le coup, j'ai tout compris et j'espère que nos auditeurs aussi.